Bonjour à tous, bienvenue sur la matinale de Géopolitique Profonde. Nous sommes le 21 octobre, il est 7h11. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end avec un week-end riche en informations. On va pouvoir attaquer la revue de presse où il y aura de nombreux éléments d'actualité à aborder, que ce soit sur le plan national ou international, mais surtout en invité pour le grand angle. On va recevoir quelqu'un que vous appréciez énormément, quelqu'un qui collabore avec nous aussi depuis longtemps avec de nombreux articles, des ouvrages aussi publiés. C'est Marc-Gabriel Draghi pour faire le point sur le cycle de la dette, le chaos et finalement l'hystérie belliciste occidentale qui ne cesse de se développer. Voilà des des thématiques absolument géniales à aborder dès le matin et qui sont extrêmement importantes parce qu'on nous amène de force dans ce chaos, chers amis. Voilà, donc bien sûr, prenez comme réflexe de mettre le pouce, de partager la vidéo et aussi de saluer, comme je vais le faire tout de suite, eh bien, les deux animateurs qui sont avec moi aujourd'hui, comme d'habitude sur la matinale. J'ai nommé Nicolas Stocker et Lara Stam. Bonjour Nicolas, bonjour Lara. Bonjour chers internautes. Bonjour à tous. Et donc, je vais donner tout de suite la parole à Nicolas, car on va attaquer cette revue de presse avant de recevoir Marc-Gabriel Draghi à partir de 8h. Chers amis, donc Nicolas, qu'as-tu choisi comme élément d'actualité pour commencer cette revue de presse nationale? En général, le lundi, on a eu toutes les informations du week-end, donc on a que trop d'informations qu'il nous faut synthétiser, aussi bien sur le national que l'international. Sur le national, nous allons continuer à vous parler du budget, puisqu'il est en examen cette fois-ci dans l'hémicycle. Il était en commission à l'Assemblée nationale jusqu'à présent. Donc on va commencer l'examen des différents articles du budget. Donc on va vous parler évidemment du budget. On vous parlera des suites sur le Doliprane. La question de Dutertre, l'écrivain que j'ai retrouvé et qui colle assez bien à la situation à Paris. Faut-il écraser les cyclistes? On vous répondra tout à l'heure. C'est pas moi qui le dis, c'est Dutertre. Vous verrez, c'était dans Le Point il y a quelques années. Ça en dit déjà long, c'était à l'époque du Vélib. Pas Guélib, Vélib. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Tiens, justement, Guélib, Vélib, les chants homophobes au Parc des Princes. Ça ne va pas. Autant vendre que Monsieur Oudéa vende le Doliprane, la filière Doliprane. Mais Madame Oudéa Castéra, elle ne veut pas de chants homophobes. Là, il y a en résumé toute l'imposture de nos sociétés. On va bien en rire. La décadence de la garde républicaine aussi, qui n'a jamais été aussi branchée. Elle s'en vante. Elle s'en vante depuis Aya Nakamura. Et la si magnifique parenthèse enchantée des Jeux Olympiques. On verra ensuite l'international, que ce soit toujours... Là, les thèmes sont toujours les mêmes, vous verrez, Proche-Orient. Russie, Ukraine, États-Unis, ce sont avec parfois les soubresauts de Taïwan, les thèmes principaux que nous abordons sur le plan international. Ça ne change pas, mais il y a des évolutions à peu près tous les jours. Voilà à peu près ce dont on peut parler. Est-ce que vous voulez qu'on commence tout de suite par le budget, éventuellement? Important de commencer par le budget, en effet, Nicolas, parce qu'il y aura des éléments, plusieurs éléments à aborder. Donc commençons tout de suite. Je te laisse la parole et ensuite on laissera évidemment Lara apporter ses analyses complémentaires sur ce sujet très important. Alors le budget a été en commission fortement modifié. Le nouveau Front populaire et LFI s'en réjouissent grandement et trouvent même ce budget tel qu'il ressort de la commission NFP compatible. Je ne suis pas persuadé qu'il le restera. Pourquoi NFP compatible? Parce que voilà, ils ont trouvé dans ce que ce pauvre Barnier, qui doit se demander des fois ce qu'il est allé foutre dans cette galère, c'est-à-dire réparer les conneries des autres, parle de concours Lépine, des taxes et des impôts. Ils ont, nos élus, vous savez, ces gens que vous élisez, les élisez pour qu'ils vous mieux taxent, vous créent de meilleurs impôts, vous faire payer un peu plus. Ça devrait faire réfléchir quand même, non? Donc, alors voilà, il y a un concours Lépine entre ceux qui disent on va rétablir... alors ça a été barré devant la commission, mais par contre, ce qui a été barré, c'est la recréation de l'impôt sur la fortune. Par contre,
la surtaxe sur les entreprises qui font des profits. Et on vise aussi, ça c'est une habitude qui est quand même inouïe, enfin quand on y réfléchit quand même 2 secondes, qui transforme complètement, mais c'est pas nouveau, vous allez me dire, l'impôt et la philosophie et l'esprit de l'impôt, dont je rappelle d'abord qu'il est censé obéir au principe de consentement. Bon, ça, le consentement, c'est terminé, ça fait longtemps que les sages de Montpensier ne se souhaitent plus s'intéresser dans le bloc de constitutionnalité à cette notion pourtant essentielle de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le consentement à l'impôt. Donc ça, bien sûr, qu'il n'y a plus de consentement à l'impôt. D'ailleurs, ils utilisent autant d'argent pour essayer de vous rattraper, si vous ne déclarez pas tous vos impôts, que pour le collecter en tant que tel. C'est même ce qui... Alors là, il n'y a jamais de coupe budgétaire sur les sections en charge de vérifier que vous avez bien payé tous vos impôts. Donc, la philosophie aussi de l'impôt change, c'est-à-dire que, bon, je sais pas, alors il fut un temps où l'impôt était, où le vote était censitaire, parce qu'on disait on ne vote que si on paye des impôts. Bon, c'est discutable peut-être, et le suffrage est maintenant universel, mais est-ce une raison pour payer toujours plus d'impôts quand vous êtes plus riche, dans le cadre d'une solidarité nationale, alors que parfois les services qui vous sont rendus tendent vers zéro. On a parlé la semaine dernière de l'impôt sur les expatriés, disant mais bon, quand même, je ne bénéficie de rien. Ah, mais ça n'a rien à voir. Principe de nationalité. C'est marrant d'ailleurs, cette gauche, cette extrême gauche, qui dit non, mais non. Ça dépend pour qui finalement. La nationalité, ce sont des droits pour les migrants, mais ce sont des devoirs pour les riches, pour ceux qui ont toujours été français et qui sont les premiers, je suis désolé de le dire, à contribuer à l'effort national. Donc, après faire payer les gens qui ne expatriés, on veut, et c'est toujours le Nouveau Front Populaire qui défend cette mesure totalement inique, elle est inique cette mesure, quand on y réfléchit 2 secondes, c'est-à-dire augmenter. Vous savez que la taxe d'habitation n'a jamais été supprimée pour tout le monde. Elle a été supprimée pour les résidences, pour la résidence principale, pas pour les résidences secondaires. Et ils veulent l'accroître très fortement, cette taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Ce qui est inouï, puisque on est résidence secondaire, dans le principe de la loi, c'est lorsque vous habitez que 3 mois maximum dans un logement. Bon, eh ben, ils ont décidé qu'on pouvait augmenter sans plafond de limite la taxe d'habitation. Ce qui fait que ces villes qui vivent quand même déjà beaucoup de ces résidents secondaires vont être tentées en effet de les ponctionner toujours plus. Donc on risque d'avoir de moins en moins de résidences secondaires et ou en tout cas dont le principe pourrait être mis en question. C'est-à-dire que des gens qui ne profitent, qui sont les moins à profiter, par exemple, sur les ordures ménagères, bon ça c'est une taxe à part, mais de tous des routes, des éclairages, de tous les services que sont censés donner les collectivités territoriales. On rappelle, la taxe d'habitation, elle est répartie entre la commune, le département et la région. Bon, si vous habitez une autre région, vous ne bénéficiez d'aucun, ni des avantages de la région, ni du département, ni de la commune, sauf au grand maximum, et je dis bien au grand maximum, 3 mois par semaine. D'ailleurs, l'extrême gauche se disait, mais il faudrait aller loger les migrants dans ces résidences secondaires. Pourquoi pas, hein? Donc voilà, c'est un droit pour certains, devoir pour les autres, non seulement, mais par contre, ils continueront à payer, évidemment, hein, en tant que résidence secondaire. Sans oublier que les squatteurs, quand on a des squatteurs chez soi, on doit assumer quand même un certain nombre de choses. On n'a pas le droit de leur couper l'eau. Ah, ça serait dommage quand même. Il faut pas leur couper l'eau, il faut pas leur couper l'électricité. Si ils tombent du balcon, c'est pour votre pomme. Vous avez mal sécurisé votre balcon. Tout est comme ça. Voilà la société qu'on est en train de nous faire de la façon la plus décontractée qui soit. Et ça, bien sûr, c'est l'extrême gauche. Donc, il est ressorti une espèce de budget qui ressemble bien à notre société. Hein. Alors là, je vais vous allez dire, Stocker, tout d'un coup, il était tatiste, souverainiste, il est libéral un jour et souverainiste le lendemain. Bon, non, c'est une simple question de bon sens, tout simplement. Et le bon sens, il est totalement bafoué. Donc, on arrive à un budget en commission qui vient de passer, qui est en contradiction totale avec les principes les plus élémentaires du bon sens et même de la justice, tout simplement. Pas de leur
putain de justice sociale, de la justice tout court, principe de justice, ce qui est quand même extrêmement choquant, certaines choses, je trouve. Ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas y avoir on ne doit pas contribuer, mais même une flat tax, même si chacun contribuait, si tout le monde contribuait à 20%, vous imaginez bien qu'entre un millionnaire, à partir du moment où il paie ses impôts, ce qui est scandaleux dans toutes ces histoires en permanence, et ça, la classe politique communie dans ce scandale, c'est que les plus riches payent pas d'impôts. Tout le monde le sait. Et comme les plus pauvres, on les en exonère systématiquement, finalement, c'est toujours les mêmes qui paient des impôts. C'est cette classe moyenne qui n'a pas la possibilité de défiscaliser de différentes manières. Donc, on va encore faire payer les mêmes à un point où finalement, le seuil d'acceptabilité a été dépassé depuis longtemps. Mais enfin, on ne fait rien. Donc, si tout ça va bien, tant mieux. Je vous parlerai ensuite, mais peut-être voulez-vous réagir déjà sur faudra-t-il ou non là des aspects plus politiques sur ce budget, c'est-à-dire le 49.3, quand est-ce qu'il sera utilisé, et ça relance évidemment la question de la censure, et la question de la censure renvoie au questionnement sur la dissolution et sur l'espace-temps très court où il sera possible de dissoudre pour Macron, s'il le fait, sachant qu'il ne cesse de changer de discours sur ce sujet. Mais peut-être voulez-vous d'abord intervenir. Lara. Oui, j'aimerais intervenir sur le fait que justement la résidence secondaire, ça sert, enfin la taxe sur la résidence secondaire va être celle qui va servir justement les écoles, tout ce que utilise celui qui est en résidence principale. Donc c'est réellement une injustice parce que celui qui profite des services de la ville pour scolariser ses enfants, pour profiter voilà des espaces qui sont mis à disponibilité, etc. Tous ces gens-là, en fait, ils ne contribuent plus et à leur place vont contribuer ceux qui n'en profitent jamais et qui viennent un temps de très court dans l'année pour plutôt chercher la verdure, etc. Et puis un second aspect, c'est-à-dire c'est incroyable à quel point nos députés sont inventifs quand il faut trouver des taxes. C'est-à-dire ils sont incapables de trouver des économies, ils savent très bien dépenser l'argent des contribuables. En revanche, pour trouver une nouvelle ressource pour une taxe, l'histoire de taxation sur les animaux de compagnie, sachant que déjà les Français ne sont pas très disciplinés vis-à-vis de leurs animaux domestiques capables de les abandonner pour partir en vacances, etc. On va en plus leur coller une taxe. Donc voilà, là encore une fois, c'est une injustice profonde et totale, alors que souvent ce sont des gens qui sont déjà suffisamment responsables et citoyens avec leurs animaux. Absolument, merci Lara. Moi je vais juste vous faire un petit commentaire sur cette partie du budget qui est quand même très importante. Déjà, pour ceux qui ne seraient pas au courant de cette histoire, c'est-à-dire de ce qui a été rejeté en commission, il y a quand même différents éléments. Il faut savoir que ça a fait extrêmement peur à la fois aux expatriés, mais aussi aux personnes qui investissent dans les crypto-monnaies par exemple, ou des personnes qui sont investisseurs de manière générale, et aussi des acteurs assez importants, c'est-à-dire les grandes fortunes. Et là, on a pu voir en fait une sorte de mobilisation à la fois des acteurs qui font de l'exil fiscal, qui font partie d'une sphère qui n'est pas la nôtre, et qui a pu avantager aussi, finalement, des Français contribuables qui décident tout simplement d'investir, mais qui auraient été affectés par les différentes modifications dues à ce projet de loi. Donc, pour vous faire en fait un point quand même plutôt synthétique, on va vous faire un rappel, là vraiment très court, c'est-à-dire de qu'est-ce qui a effrayé énormément de nombreux investisseurs. C'est-à-dire que la flat tax, c'est-à-dire en fait la taxe que vous avez sur les bénéfices que vous pouvez faire, eh bien, était prévue pour monter à 33%. D'accord, à 33% pour tous les contribuables. Donc, ce qui a été rejeté en commission des finances, parce que souvenez-vous quand même aussi, on a un désavantage, c'est que même si on parle de la France, qui est quand même un pays plutôt
corrompus une fois qu'on a atteint une certaine strate du pouvoir. Donc là, vu que ça les concernait quand même énormément de contribuables et aussi des grandes fortunes, il y a une mobilisation qui permet quelque part de protéger cette situation, en tout cas ce domaine-là. Après, il faudra voir comment le texte sera proposé in fine, et voir s'il passera après en 49.3 ou non. Ça, c'est vraiment la grande question. Ensuite, il y avait une flat tax qui allait passer donc à 37,2% pour les revenus fiscaux supérieurs à 250 000 euros ou 500 000 euros pour un couple. Il y a donc une exonération de la vente de la résidence principale. Donc là, Nicolas en avait parlé aussi tout à l'heure, mais c'est proposé d'imposer une durée minimale de détention de 5 ans pour profiter de l'exonération dans certaines zones. Ensuite, la fameuse imposition sur les expatriés, c'est ce qu'on appelle l'impôt universel ciblé. Donc, c'est l'exit tax, comme ils appelaient ça. Alors là, c'était quelque chose qui était vraiment très complexe. Donc, c'est-à-dire que ça aussi, ça a été rejeté pour le moment. Il ne faut pas se dire que c'est quelque chose qui a été adopté. Cependant, c'est que c'est une taxe pour les expatriés fiscaux, certes, mais il y avait en fait une définition extrêmement floue, c'est-à-dire que le seul barème qui a été mis en place, c'était d'expliquer que les personnes qui pourraient se retrouver taxées, ce seraient les personnes qui se trouveraient donc expatriés fiscaux dans des pays avec une fiscalité qui a une différence de plus de 50%. Et donc là, c'est-à-dire que c'est un texte qui n'a la proposition. Je vous invite à regarder les commentaires de différentes personnalités politiques de la France insoumise elle-même, ou en tout cas du nouveau Front populaire eux-mêmes, qui se sont insurgés contre cette notion-là, contre ce texte et surtout contre cette modification, parce qu'il y a un côté extrêmement flou qui fait que c'est non applicable. C'est-à-dire que quand vous voulez dire tout simplement on va faire une taxe sur les expatriés, et pour les 50%, sur la fiscalité, c'est-à-dire que ça n'a absolument aucun sens, parce que normalement vous avez une notion de résidence fiscale, et donc là ils veulent se baser tout simplement sur un passeport. Ensuite il va falloir mobiliser énormément de moyens pour aller faire les calculs, aller chercher les expatriés, et ensuite mettre en place des procédures pour leur dire de payer et calculer le montant et imposer ce montant-là à payer. Et surtout c'est que ça peut faire inciter énormément de Français simplement à abandonner leur passeport en fait. Il y a des Français qui pourraient tout simplement, au-delà de qui était le pays, déjà que là, on voit de plus en plus d'expatriés qui veulent quitter la fiscalité française en quittant le sol français. Et bien là, il y a des personnes qui pourraient tout simplement décider de couper tous les liens avec la France. Et ça, c'est extrêmement inquiétant. Mais là, on a pu voir que toutes ces notions-là, enfin, toutes ces modifications de texte qui montrent que la France, qui est déjà le pays qui taxe le plus en Europe et au monde, eh bien là, souhaite augmenter encore plus et rentrer dans une folie totalitaire absolue, et bien là quand même on a vu une énorme opposition qui s'est mise en place, et ça c'est quelque chose qui peut nous donner quand même un petit peu d'espoir, même si on va voir si Michel Barnier va être un agent du système jusqu'au bout. Et la dernière information aussi par rapport à la modification du budget, c'est qu'il y avait aussi donc une assiette de l'impôt sur la fortune immobilière, c'était d'inclure les crypto-monnaies dans cette fameuse assiette excusez-moi, de l'impôt sur la fortune immobilière. Voilà, donc ça c'est quand même assez important de voir que la France essaie de se mettre à jour pour la taxation sur les crypto-monnaies, et évidemment essaie de récupérer un maximum de parts pour elle, sachant que ce qui est toujours intéressant avec la fiscalité française et l'État français, c'est que lorsque vous prenez des risques, vous n'êtes absolument pas accompagné. Quand vous perdez après avoir pris des risques, vous n'êtes pas soutenu par l'État. Et si vous faites le moindre bénéfice, les moindres gains, après avoir pris quand même tous les risques, eh bien, vous donnez quasiment tout à l'État. Voilà. Donc merci, bienvenue dans l'enfer français qui veut devenir un État encore plus totalitaire. Mais, petite note positive, il faut quand même rappeler que ce texte a été rejeté. Et il faudra voir quel sera le texte final qui sera ensuite proposé à l'Assemblée et voir s'il passera en 49.3 ou non. Voilà. Bref, donc Nicolas, je te laisse continuer sur l'information, mais c'était en tout cas pour faire un petit point, parce que ça n'a pas trop fait la une des médias, c'est-à-dire de rentrer un peu dans la complexité de certains points de ces textes-là, mais en fait on est passé à côté d'une énorme catastrophe pour la France. C'est-à-dire que si tout était passé en bloc avec là-haut-là les applaudissements pour pouvoir justement augmenter toutes les flat taxes, augmenter la taxe aussi faire une taxe universelle sur les expatriés, modifier la taxation aussi sur la fortune immobilière, etc., en incluant les crypto-monnaies et tout ça, ça aurait été mais catastrophique. C'est-à-dire que là, les Français, la majorité de ceux qui participent financièrement et fiscalement avec l'État, eh bien, se seraient tous barrés en fait pour l'année d'après, je pense. C'est aussi qu'il faut dire, c'est que plus on met de taxes, c'est pas, il y aura pas en gros plus de recettes qui vont rentrer dans les poches de l'État, c'est qu'il y a plus de personnes qui vont se barrer ad vitam aeternam. En tout cas, c'est ce que je pense. Voilà, donc je rends la parole à Nicolas. C'était un petit point à faire
Petit résumé. Bois un verre d'eau, j'ai l'impression que tu as un petit chat dans la gorge. C'est que je tombe malade pile avant de partir en voyage, absolument. Ça t'apprendra à fréquenter des femmes à chat sans enfants. On en parlera dans la deuxième partie. C'est la formule de Guy Vance, les femmes à chat sans enfants. Comme Kamala Harris, c'est une femme à chat sans enfants. Mais là, je divulgage la suite. On va essayer de faire rire un peu. Tu veux ou tu veux pas? Si tu veux, tant mieux. Si tu veux pas, tant pis. Le 49.3, quand est-ce qu'il va l'utiliser, Herr Commissaire Barnier? Il doit se tâter actuellement, en se disant, je pourrais tout de suite le coller, le 49.3. C'est ce qu'avait un peu tué Elisabeth Borne, cette histoire d'utilisation, d'usage intempestif du 49.3. Elle dégainait son 49.3. C'était son phallus à elle, à Madame Borne, le 49.3. Donc le roué commissaire Barnier se dit pourquoi. En plus, le RN prétend vouloir piéger le gouvernement alors qu'en fait ils s'en font les laquais. Le soutien. Alors est-ce qu'ils soutiennent comme l'accord Le Pendule? C'est pas certain. Ils ont refusé de voter la motion de rejet. La gauche a voulu coller tout de suite une motion de rejet sur l'examen, pourtant d'un budget qu'ils avaient eux-mêmes fortement modifié. Bon, mais ça, c'est de toute façon, ça c'est l'extrême gauche qui joue la politique du pire. Est-ce la pire des politiques? À voir. En tout cas, ils ne la voteront pas. Donc ça veut dire qu'il y aura pas de majorité pour la motion de rejet. Donc l'examen du budget va pouvoir débuter. Alors à quel moment il va déclencher son 49.3? Il se dit qu'il pourrait le déclencher rapidement. Mais attention, vous l'avez déclenché à l'Assemblée nationale, après il va y avoir le Sénat. Le Sénat, il a une majorité. Donc il va revenir à l'Assemblée nationale avec un budget plus compatible, ce qui fait que les autres vont à nouveau bloquer, le modifier, ou en tout cas bloquer la procédure, et hop, recoup de 49.3. Il peut mettre 5-6 49.3, hein, puisque vous avez, je crois, l'examen en dépenses et en recettes. Vous pouvez arriver à 6 49.3 pour réussir à faire laborieusement adopter votre budget. Donc une des idées actuellement qui se développe au sein du gouvernement, c'est de laisser la discussion se dérouler, même s'il y a des obstacles, et de la laisser se discuter jusqu'au bout. C'est-à-dire jusqu'à la fin du mois de décembre. Donc on pourra vous parler quasiment tous les jours peut-être dans cette revue de presse du budget. C'est pour ça qu'il faut se dire, attention, on n'en a pas fini avec ce budget. Entre le budget qui est apparu en commission et puis le budget final qui va être voté, à mon avis, il va y avoir un très grand écart. Donc on en est. Et de toute façon, vous le savez, ceux qui auront le dernier mot, ça sera la direction des finances publiques, direction générale des finances publiques, qui observe tout ça et qui, quand il le faudra, interviendra en plein hémicycle pour dire ça oui ou ça non. Ils en sont capables, ils l'ont déjà démontré dans le passé. Donc, qui dit 49.3, évidemment, dit possibilité de censure, puisque lorsque vous actionnez le 49.3, donc c'est-à-dire qui ne dit mot consent, qui ne vote pas la censure consent, vous avez votre budget qui passe. Donc, est-ce qu'il y aura des motions de censure? Est-ce que le Rassemblement national va les voter? Est-ce qu'il n'y a pas un échange de bons procédés? Voilà là où je voulais en venir finalement entre le gouvernement et le Rassemblement national, qui ne dit pas son nom, qui est allez, je ne t'empêche pas de développer, et puis toi en retour, tu évites de me mettre trop de 49.3, parce qu'un 49.3 tout le temps, c'est-à-dire que c'est 6 fois ou 8 fois que mes électeurs vont entendre que une femme à chat, mais qui elle a des enfants, va dire avec son fidèle second, là, celui qui a son petit strapontin, là, un des fondateurs de Guélib, finalement non, on va pas voter à la censure, on votera pas à la censure, on votera pas à la censure. Donc 6 fois, 8 fois, on votera pas à la censure. Donc c'est qu'on est soutien, c'est qu'on est franchement soutien de ce gouvernement, d'un commissaire politique de l'Union européenne qui a prêté serment de défendre le plus fidèlement possible les intérêts de l'Europe avant les intérêts de son propre pays. L'apatride, je dirais. Nicolas, et aussi, souvenons-nous quand même de quelque chose, parce qu'on parlait là du 49.3, et donc la fois précédente où on a voté le budget, c'était quand même 23 49.3 qui ont été utilisés.
C'est quand même, je vais quand même le rappeler, chers amis, 23-49-3. Ce n'est pas un sketch. Hein, 23, ça fait quand même beaucoup. On pourrait dire 1, 2, 3, bon, 4, 5, 6, 7, peut-être 8, ça commence à faire un peu beaucoup, 9, 10, 15. Là, on parle de 23. Donc là, je pense que Michel Barnier, s'il souhaite en utiliser entre 1 et 5, il est large. Et ça sera même comme quelque chose qui a eu quelqu'un qui a eu la main légère. Voilà. Mais il n'y a pas une limite d'utilisation de 49.3, justement? C'est une très bonne question, mais je pense qu'à partir du moment où on a vu 23 d'Elisabeth Borne, je pense que même s'il y avait une notion de limite, elle semble pas très. Il n'y a aucune limite. Il n'y a aucune limite, Lara. La seule limite que l'on connaît par rapport à un usage intempestif de quelque chose, c'est la dissolution. Et c'est le dernier point que je voulais développer, c'est-à-dire qu'en termes de dissolution, on doit dissoudre, on ne peut dissoudre qu'une fois par an. Enfin, on est un con en l'occurrence. Hein. On, c'est Macron. C'est le seul qui peut le faire. Personne d'autre n'a le droit de dissoudre. C'est d'ailleurs, il y a cette c'est dommage que je dirais que c'est dommage que la Constitution ne soit pas modifiée dans cet ordre-là. C'est-à-dire qu'un un type qui dissout plus vite que son nombre devrait pouvoir être aussi, il devrait y avoir un référendum automatiquement envers lui en cas d'échec de sa dissolution. C'est-à-dire qu'on devrait à ce moment-là dire pour ou contre, stop ou encore pour le chef de l'État qui vient de dissoudre. En fait, le président, donc, il peut dissoudre une fois par an, pas plus, et pas un an avant l'élection présidentielle. Donc en fait, vous voyez, il pourra pas dissoudre tout le temps. Il aurait une toute petite fenêtre de tir pour dissoudre, pour éviter justement de tomber un an avant le début de la campagne officielle de la dernière année du mandat. Donc il pourrait éventuellement redissoudre à l'automne prochain. Mais guère à un autre moment, ça sera très difficile, voilà, de l'ensemble de son quinquennat. Donc Nicolas, je t'avais coupé la parole, donc je te laisse terminer sur ce point-là. Après, Lara, je pense, aura des commentaires à faire. En tout cas, voilà, désolé de t'avoir coupé, c'est que vraiment, je pense qu'il faut quand même rappeler que ça me semblait important, vu qu'on parlait de 49.3, c'est que il n'y a pas si longtemps que ça, chers amis, hein, et retenez bien, 23. Ce n'est pas 1, c'est pas 3, c'est 23. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Bah, écoutez, avant peut-être que Lara n'intervienne, j'ai quelques mots à dire, parce que je crois que le gros morceau quand même, alors le temps file très vite, le gros morceau du national, c'est quand même ce qui s'est passé ce week-end autour de la mort du cycliste. Donc je vais essayer d'aller très très vite avant d'aborder ce plat de résistance. En tout cas pour moi, c'est un véritable plat de résistance de cette revue de presse. Terminé juste sur le Doliprane, la filière de Sanofi. C'est le fonds d'investissement américain Sanofi et l'État se sont mis d'accord pour négocier exclusivement entre eux. Ah, c'est bien. Donc en fait, voilà où ça en est. L'État lui-même a validé le fait que ce sera l'investisseur américain, c'est-à-dire qu'il va à l'encontre totale de ce que nous avait raconté, les blagues que nous avait raconté Macron, je le répète, en expliquant qu'il fallait réarmer, qu'il fallait retrouver une souveraineté, en particulier suite aux pénuries de masques, suite à un certain nombre de choses. Il avait dit « Oh là 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 là, on va rapatrier tout ça ». Bon, ben, la meilleure manière de rapatrier tout ça, c'est de tout donner à un Américain à nouveau. C'est absolument insensé, cette histoire. Et je le redis, parce que c'est important, elle n'est plus ministre. C'est dommage qu'elle ne soit plus ministre, celle-là. Elle a même été ministre de l'Éducation nationale, pas bien longtemps, quand on s'est rendu compte où elle mettait ses gosses à l'école. Mais quand même, Madame Oudéa Castéra, qui donne des leçons de morale à tout le monde, qui ne doit d'être ce qu'elle est qu'à son mari, qui était un banquier, qui était directeur général de la Société Générale, et qui maintenant est le patron de Sanofi. Hein, dans Oudéa Castéra, vous savez bien, ces femmes là qui veulent garder leur nom de jeune fille et y ajouter le nom du mari. Heureusement qu'il est là quand même, hein, Castéra, Oudéa. C'est ce qui a fait sa carrière à Madame Oudéa Castéra, joueuse de tennis de second niveau. Donc, pendant qu'elle, en effet, elle doit être retournée comme le faisait Yael Braun-Pivet, elle est retournée à emmener les gosses au tennis le mercredi après-midi, dans sa belle banlieue du 78, son mari, lui, brade toute une partie d'un des derniers fleurons, qui est Sanofi, justement, en Doliprane. Voilà ce qu'on pouvait ajouter qui, moi, me révulse, sachant que, voilà, par contre, la propagande, on continue à taper hein,
on continue à taper sur le gilet jaune, sur le sans-dents, sur le Gaulois réfractaire. Quelques chants homophobes bien inoffensifs au Parc des Princes. Hop, commission d'enquête. Vous savez, c'est le fameux, j'ose même pas le dire, quand l'arbitre, on l'a tous quand on a été dans un stade de foot, lorsque le gardien de but mettait trop de temps à rejouer le ballon, à remettre le ballon en jeu, on disait OIS comprenez la suite? Voilà. Oh, c'est homophobe. C'est homophobe que de décrire la pratique principale des homosexuels. C'est homophobe. C'est homophobe. Mais moi, j'aimerais savoir en quoi, d'ailleurs, c'est homophobe. On pourrait même considérer, au contraire, que c'est une façon d'en faire la promotion. C'est quand même incroyable. Mais c'est incroyable, cette histoire. C'est inouï. Et donc, d'ailleurs, propos homophobes, c'est tellement ridicule, c'est tellement véniel, que les médias ne disent même pas ce que c'est. Mais moi qui suis un habitué des stades de foot, je sais très bien ce que c'est. C'est un mot qu'il faut comprendre au second degré, voire au troisième ou au quatrième degré. Il n'y a rien d'homophobe là-dedans. Mais c'est absolument inimaginable. Et alors, Madame Oudéa Castéra, justement, femme de banquier, là, elle tapait aussi sur le sans-dents. Ces gens-là, ils leur tapent dessus tout le temps. Ils n'arrêtent pas. Ils ont une haine des Français qui est inimaginable. Et voilà, il vaut tellement mieux être avec la garde républicaine, se trémousser le popotin, comme le dit Raphaël, avec Aya Nakamura. Ils sont devenus branchés. Tout le monde alors, il paraît que maintenant, on les reconnaît partout. Ah, c'est la garde républicaine qui a chanté avec Aya Nakamura. Voilà. On fait la promotion de Thomas Joly. Tout va bien. Tout va bien. Et pendant ce temps-là, pendant que Madame Castéra fait sa propagande LGBT, son mari banquier vend Sanofi et fait d'énormes bénéfices. Tout va bien, mais tout va bien, tout est normal dans ce pays, tout est absolument normal. Voilà, j'ai fini. Lara, un commentaire? Difficile de dire quoi que ce soit, hein, si ce n'est que, par exemple, sur ces 23-49-3, le gouvernement n'a pas sauté à l'époque, à ce que je sache. Donc, il y avait 23 possibilités de vote de censure et il est resté en place. Donc, voilà où ça en est, le système. Lara, peut-être que là, tu pourras aussi continuer à rebondir donc, sur ce point. C'est juste, j'apporte un élément parce que c'est toujours important d'avoir de la mémoire aussi. Et aussi de se souvenir qu'on a des caméras maintenant. C'est-à-dire que vous pouvez suivre les séances à l'Assemblée. L'avantage de la télévision, on va dire, ou même d'Internet, c'est ça. Quand Elisabeth Borne avait commencé au premier 49.3, là on était dans le spectacle démocratique où là c'était évidemment plein de oh non mais qu'entends-je, que fais-je, comment ça se passe, et donc là tout le monde était énervé. Mais ensuite si vous avez une bonne mémoire, eh bien vous pouviez voir quoi, c'est-à-dire qu'à partir du 5e, du 6e, du 7e, tout le monde était mort de rire. Souvenez-vous de ça. Elisabeth Borne, Stein, quand elle venait pour annoncer un nouveau 49.3, elle était en train de rigoler et les autres personnalités politiques, même de l'opposition, étaient toutes mortes de rire. Souvenez-vous de ça, ils étaient morts de rire, ces mecs. Tous. Ça n'a aucun sens. Donc, excuse-moi, je m'énerve tout seul, mais c'est parce que je trouve ça hallucinant. Donc, Lara, c'est juste, voilà, si tu peux peut-être aussi rebondir sur ça, en plus. Oui, bah c'est surtout toutes ces aberrations, je ne sais pas où ça nous mène. Donc, c'était bien sur le budget qui était insincère finalement parce qu'il a débordé. Donc voilà, c'est bien tout ça, joyeux. Absolument, et qui a débordé et qui n'a pas tenu. C'est aussi un excellent rappel. Insincère. Bah, ça veut dire insincère, ça veut dire quelque chose dans l'action politique. Hein. C'est-à-dire mentir, savoir que c'est déjà faux en soi. Donc c'est gravissime. Absolument. Est-ce que tu avais un autre commentaire par rapport aux derniers éléments de cette revue de presse nationale que nous a développé Nicolas? Est-ce que tu as un dernier commentaire? La France à la découpe, vendons tout à pas cher, surtout les filières qui rapportent, hein, parce que faudrait se priver de recettes. Hein. C'est hallucinant. Donc voilà, et puis on va parler du chômage, donc on verra ce qu'en fait le fonds américain. Je pense qu'il va augmenter les salaires et puis accorder plus d'avantages aux salariés français. C'est écrit d'avance. C'est joyeux tout ça, donc c'est bien.
C'est bien. Comme ça, ils pourront aller se expatrier pour continuer à payer les impôts et puis surtout qu'ils n'oublient pas leur chien parce qu'il va falloir payer la taxe sur le chien aussi. Donc, c'est bien tout ça, c'est bien. Le week-end était joyeux et ça continue. Absolument. Merci Lara. Donc Nicolas, je te rends la parole. On va peut-être passer donc à la revue. On va passer même, c'est même pas un peut-être. Soyons sûrs et certains de nous et de nos actions. Pas La là, revue de alors, presse. non, on va passer aux cyclistes. Ah oui, c'est vrai qu'il faut bosser. Non, parce que de toute façon, avec Marc-Gabriel Draghi, l'international va être beaucoup traité. Moi, je veux vraiment, là, c'est pas possible, un week-end comme j'ai vécu, si je ne me décharge pas d'un trop-plein de nervosité agressive, dépressif, ils veulent nous rendre dépressifs et agressifs. Eh bien, il faut parler quand même de la future place Paul Varry, puisque Hidalgo l'a déjà décrété. Elle n'avait pas un mot pour Philippine, qui elle n'aura que son mépris. Elle est même glacée, Anne Hidalgo, à l'idée d'une récupération par l'extrême droite. Hein, et puis ça continue, hein, les viols continuent. Il y en a tous les jours à Paris, des viols. Ah, la parenthèse enchantée. La vie reprend ses droits, Emmanuel. On viole tous les jours les filles à Paris, tous les soirs. Il y en a une, là, elle sortait de boîte de nuit, violée par 3 gars. Ah, c'est superbe. C'est magnifique. Vraiment, c'est exceptionnel. Ah, cette parenthèse enchantée. Paris, c'est magnifique, Madame Hidalgo. Mais ça, vous vous en foutez. Par contre, Paul Varry, le jeune bobo bien sous tout rapport de l'idéologie qui est la vôtre, alors là, celui-là... Cycliste militant, hein, ça veut dire ce que ça veut dire aussi. Hein. Voilà, Paul Varry, donc c'est tout sans sel. Voilà le jeune homme. Qu'est-ce qu'il a fait exactement? S'est-il comporté de façon extrêmement agressive? En tout cas, il a été tué par un automobiliste. C'est pas par un humoriste comme Palmade, hein, quand il est shooté à mort dans ses chemsex et qu'il va se réapprovisionner et qui n'est jamais allé en prison. Ou alors comme là, le fils de celui-là, homme de plus de 50 ans, avec sa gamine, directement écroué. Ah, la justice, c'est avoir la main lourde quand il faut. Hein. Ah là, il n'y a pas de non-exécution de QTF. Hein. Il n'est pas prêt de sortir, le gars, croyez-moi. Hein. Quelle a été sa condamnation? Il n'est pas prêt de sortir. Comment? Quelle a été sa condamnation exactement? Pour le moment, il est écroué, direct. Il a été placé devant le juge des détentions et il a été écroué directement. Lui plaide le côté accidentel. Ils n'ont retenu que le côté volontaire. Il tire, alors il développe un certain nombre. Là, tout de suite a été mis en avant un autre cycliste qui a dit il roulait comme un dingue, c'est vrai, mais ça n'arrive jamais ça. Ça n'arrive jamais que la racaille ne roule comme des dingues. Là, le gars, c'était pas une racaille, et puis il avait une sorte de SUV. Et puis surtout, il était père d'une jeune fille. Il était exaspéré, il l'emmenait, je crois, à une de ses activités. Bien sûr, ils en ont fait un enfer routier pour les automobilistes. Il essayait, à mon avis, d'arriver à l'heure, il devait être en retard, comme s'il n'avait que ça à faire, ce pauvre homme, que de subir les obstacles voulus par Brossard et compagnie. Et donc, voilà, l'irréparable est arrivé d'un cycliste, en effet, qui n'est pas n'importe quel cycliste, qui est un cycliste qui, en effet, comme le dit Lara, défend la cause des cyclistes. J'ai retrouvé, c'était à l'époque où fleurissaient les Vélib un peu partout. Il n'y en avait pas qu'à Paris, il y en avait aussi à Lyon, il y en avait un petit peu partout. Vous en aviez à Vannes même, le Vélocéa à Vannes, et le Vélo-V à Lyon, et le Vélib à Paris. Et donc ce vélo, on se rappelle quand même, en France, les vélos, c'est quelque chose, c'est le Tour de France, c'est le François, le vrai, hein, pas celui d'aujourd'hui, le François qui s'affichait partout, qui était vendu des centaines de milliers d'exemplaires, faisait la légende du Tour de France. Ces hommes à vélo étaient de véritables héros que la France qu'on aimait, hein, la France qui regardait le vélo et qui fumait sa gitane de maïs en même temps et buvait son pastis. Qui allait soit devant sa petite télé où on célébrait, voilà. Sauf que ces individus, ces cyclistes sont devenus des bobos arrogants. Et ça, les quelques écrivains romanciers qu'il nous reste, les Philippe Muret, les Benoît Duterte, s'en sont emparés à l'époque, quand ils ont vu tourner la mascarade de la Noé, la mascarade Anne Hidalgo. Et ça donnait, je vais vous le retrouver tout de suite, ça donnait à peu près ça.
D'abord, donc, au printemps 2013, Benoît Dutertre avait déclenché les hostilités avec un recueil de textes polémiques. Je vous le cite. En quelques années, donc écrit cet espiègle observateur de notre temps, le cycliste est devenu la terreur des trottoirs. Non seulement parce qu'un inlassable discours de propagande lui a inculqué l'idée que la ville était faite pour le vélo et que la bicyclette est l'avenir de l'homme, mais surtout parce que, fort de cette conviction citoyenne, il n'a plus hésité à montrer le grossier visage qui se dissimule parfois derrière son sourire vert. Ah, c'est magnifique quand on a encore quelques romanciers qui savent écrire. C'est une délectation et je m'en suis délecté des écrits de Dutertre. Dutertre voit dans le cyclisme l'incarnation du nouveau politiquement correct. 10 ans après, Dutertre, on confirme, t'avais totalement raison. Le héros de l'Empire du bien décrit par Philippe Muret. Muret a écrit un poème dans lequel il se réjouit de voir les rolleristes s'écraser par terre et les trottineurs partir le cul en l'air. Le cycliste inspire des envies de meurtre à ses détracteurs. C'est pas moi qui le dis, c'est le journaliste du Point en 2013, qu'on ne me colle pas une apologie de meurtre sur le dos, surtout pas. Il y a même un François Marchand qui avait fait un roman Cycle mortel où il le sent. Alors il avait parlé de morts à côté de leur vélo. C'était une cinquantaine d'usagers du Vélib, donc il en a fait une enquête policière. L'une des victimes sortait d'un café philo et se rendait à un pot citoyen. Cette épidémie mortelle est aussi spectaculaire que mystérieuse. Les médecins légistes n'ont aucune explication à fournir. Bechtoil, le maire de Paris, Bechetoile, voilà, installé au bord du canal Saint-Martin après la vente de l'hôtel de ville au Qatar, après la vente de l'hôtel de ville au Qatar, crie au complot d'extrême droite. La nuit blanche de 2015, nuit blanche gravement à la santé, avait même signé Philippe Muret après le coup de couteau du maire de Paris. C'était un premier coup de couteau, mais depuis, il y en a eu d'autres, de nombreux. Les défilés de rollers sous les banderoles roulent contre les discriminations, n'y change rien. La guerre civile menace. Eh bien voilà, la guerre civile menace à nouveau, semble-t-il, aujourd'hui, avec cette mort, tué par un automobiliste. Vous avez vu, il n'a même pas le titre d'être humain. C'est un automobiliste. C'est pire encore qu'un homme. C'est pire qu'un Gaulois réfractaire, c'est un automobiliste. À Paris, comment il y a encore des automobilistes? Faisons tout de suite une place pour ce malheureux Paul Varry, dont j'ai beaucoup de peine pour sa maman d'ailleurs, de Morand, qui est un fils qui a beaucoup perdu dans cette affaire, évidemment. Mais moi, pour moi, le principal responsable, je n'en démords pas, ce sont les politiciens de la ville de Paris, communistes, écologistes, socialistes, qui ont fait de Paris un enfer pour les automobilistes. Alors, je vais donner la parole à Lara juste après sur ce point. Alors, juste Nicolas, j'aimerais quand même qu'on apporte quelques éléments, parce que je veux bien qu'on... Je fais partie de ceux, je l'assume, qui a une haine, une colère, plutôt on va dire, un rejet universel du cycliste, hein, ayant été routier même avec mes anciens métiers, en ayant eu besoin de rouler avec des camions même, en ville, ou même à l'extérieur, le nombre de fois où je suis descendu de mon véhicule à cause de personnes qui ne connaissent pas le code de la route et qui se permettent d'ailleurs d'aller contre le code de route et de mettre tout le monde en danger, c'est-à-dire de mettre le conducteur mais aussi même l'autre personne qui peut être en voiture ou à vélo ou même un piéton en danger, ça il n'y a pas de souci. Par contre, rappelons que dans cette affaire, là, l'automobiliste, peut-être que là on considère que l'automobiliste ce n'est pas bien d'être en voiture à Paris, mais là on parle quand même d'une personne qui, semble-t-il, donc Ariel M est un multirécidiviste, hein, est une personne condamnée multirécidiviste et pas pour de minces affaires, hein. Je me permets, je veux pas faire l'avocat du diable, enfin justement je pense pas faire l'avocat du diable en rappelant que son casier judiciaire donc fait état de multiples condamnations pour escroquerie, violence, soumission d'une personne vulnérable à des conditions de travail indignes et menace d'extorsion. Bon, si cette c'est la parfaite figure du salaud qui existe encore dans ce monde de bisounours des Parisiens. Oui, mais certainement que c'est un salaud. Mais ça ne fait guère de doute.
Et alors, oui. ça ne change rien quant à l'arrogance du cycliste. Non, alors Et ça surtout oui, des ça politiciens. oui d'accord, mais là on parle quand même d'un multirécidiviste et d'ailleurs, petite note, voilà, c'est qu'on va reprendre les propos, finaux. Donc un portrait qu'a balayé son avocat Frank Cohen, qui a décrit son client comme un père de famille tranquille de 4 enfants, dont 2 à charge, qui a mené sa fille de 17 ans à un rendez-vous chez l'ophtalmo. Oui. Selon lui, il se savait en retard pour ce rendez-vous médical, ce qui lui aurait fait faire donc, l'erreur de prendre la piste cyclable. Alors là, excuse-moi, mais je veux dire, à partir du moment où quelqu'un, parce qu'on parle d'un multirécidiviste condamné, hein. Moi, quand je vois marqué violence, escroquerie, etc., pour moi, il n'y a même pas de débat véhicule, pas véhicule. C'est que cette personne-là, et en plus, c'est un meurtrier maintenant. Mais moi, je positionne ça Mais sur si, l'analyse. Et non, Je ne fais et pas je laisserai la d'analyse des parole événements. plutôt. Je vais te laisser, Nicolas, répondre, mais si je Lara n'a pas puis pu commenter. permettre, Donc, Lara, Juste, je réponds à non Raphaël. mais D'abord Lara, Nicolas, vous Nicolas. avez beaucoup parlé. Juste Juste un mot. Non, juste un mot, s'il vous plaît. Non, d'abord Lara, Nicolas. Non, je te réponds à toi, excuse-moi. Je n'analyse pas les faits, là. J'analyse les réactions politiques et la communication autour des faits. Voilà. Je pense que ce qui est fatal dans cette histoire pour le cycliste Paul Varry, c'est que c'est un militant, parce que quand il se positionne sur la piste cyclable, d'après le récit de l'accident, il a face à lui un homme blanc de 50 ans, donc c'est la parfaite cible qu'on peut parfaitement harceler avec la propagande du vélo. Malheur à lui, parce qu'il tombe sur quelqu'un qui est effectivement quelqu'un de violent, quelqu'un de absolument pas, voilà, il correspond pas finalement à ce que est devenu l'homme blanc de 50 ans à Paris. Et voilà ce qui arrive quand l'homme ne correspond pas à l'image qu'on se donne Pas suffisamment déconstruit. mâle blanc, suffisamment castré, suffisamment soumis et complètement privé de réaction. Et ben c'est pas le cas de ce Ariel qui est déjà un violent, etc. C'est de ça qu'on parle. Mais je pense pas que ce cycliste, à mon avis, il est pas à son cas d'essai. C'est pas la première fois qu'il se permet d'interpeller une voiture alors que sa vie n'est pas en danger. Il se permet d'interpeller la voiture juste parce qu'elle a emprunté une piste cyclable. C'est de ça qu'on parle. Donc c'est un militant. Et par contre, je vois effectivement les réactions aussi de nos internautes. On n'a pas parlé des inondations, mais que peut-on dire des inondations? C'est quand même hallucinant ce qui se passe. Pratiquement toute la France est à les pieds dans l'eau. Après avoir traité on allait avoir une décennie de sécheresse. Aujourd'hui, on a l'eau qui sort de partout, mais on a toujours les fontaines vides. Je rappelle, les fontaines sont toujours à sec parce qu'il n'y a pas eu de contre-ordre de les rallumer, de les réparer, etc. Donc, qu'est-ce que vous voulez qu'on dise sur les inondations? Tout le monde le voit. Moi, les membres de ma famille ont été évacués, etc. Donc, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Absolument. Donc, Nicolas, est-ce que tu as un dernier mot? Parce qu'il est 7h58, chers amis. On va bientôt pouvoir attaquer le grand angle avec Marc Gabriel Draghi. La situation internationale sera traitée avec l'invité, bien évidemment. Donc, Nicolas, si tu as un dernier élément à vouloir mettre en avant pour cette revue de presse, n'hésite pas. Et ensuite, on laissera la place à notre invité du jour. On a été très long sur le national, donc on fera demain une revue de presse qui aura une tendance un peu plus internationale, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On reviendra, j'en fais un résumé rapide, sur comment finalement, je dirais, au Proche-Orient, l'empire du bien dont on parlait, qui existe pour les vélos, cet empire du bien, comment il fonctionne aussi au Proche-Orient. Et comment il se fait gagner petit à petit par le mal. Parce qu'une des plus belles portes d'entrée du mal, c'est quand on est sûr d'être dans le bien, quand on est sûr d'être dans le vrai, en matière politique, où finalement tous les chats sont souvent gris. Et donc cette façon, ça devient de plus en plus effarant. C'est bientôt ces malheureux Israéliens sont en train de verser, ou en tout cas leur gouvernement, dans quelque chose qui ressemble à des délires de psychopathes. On apprend qu'ils collectionnent les cadavres des Palestiniens. Pas seulement celui de Sinoir, qu'ils seraient prêts peut-être à échanger contre des otages morts, pas seulement parce qu'on veut priver la rue palestinienne d'un martyr à encenser, mais je pense qu'aujourd'hui ils collectionnent les cadavres, ils les montrent,
Et ça, c'est digne de psychopathe. Excusez-moi de le dire. Il se croit tout permis, mais ça ne suffit plus. C'est-à-dire que le mal absolu, tel qu'on a pu le voir, Hannibal Lecter, tous ces films de serial killers, de tueurs en série là aux États-Unis, qui montraient, à mon avis, j'ai toujours pensé, une face de l'Amérique, une face, la pire des faces de l'Amérique, la pire des faces des mondialistes. Le cannibalisme, on en a vu des scènes, à mon avis, derrière. On a raté l'essentiel, c'était du cannibalisme surtout, plus encore que le reste, que de la pédophilie ou autre. C'est-à-dire cette régression absolue dans la scène de la célébration des JO de Paris 2024. C'était ça, c'était du cannibalisme. Et donc, je me demande ce qu'ils vont en faire de leurs cadavres, des Palestiniens. Est-ce qu'ils vont les manger, in fine? Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Privés de sépulture. Est-ce que l'Occident se rappelle qu'à un moment donné, il s'est fondé sur un mythe, qui était le mythe d'Oedipe, dont une des filles était Antigone. Et qu'Antigone est morte emmurée par son oncle Créon, parce qu'elle défendait juste la possibilité pour l'un de ses deux frères, les deux s'étant entretués, c'est un petit peu ce qui arrive aujourd'hui, entre deux sémites. Alors vous allez me dire qu'une partie des Israéliens ne sont pas sémites, passons. Mais en tout cas, entre les enfants d'Isaac et les enfants d'Ismaël, comme entre Éthéocle et Polynice. Et l'un privé de sépulture. Eh bien, cette façon dont il est privé de sépulture ressemble, et l'Occident devrait se rappeler qu'il est censé être du côté d'Antigone, qu'il a toujours été du côté d'Antigone et pas du côté de Créon. C'était Créon, c'est la raison d'État, c'est ce qu'il y a de pire qui décrète le fait qu'on ne peut pas donner de sépulture parce qu'ils ont franchi une limite qui avait été ordonnée. Là, on arrive exactement à la même chose, sauf que nous avons oublié toutes nos racines par une espèce de folie qu'on appelle l'empire du bien et qui aujourd'hui nous précipite dans le pire des mâles. Donc ça, c'était à mon avis l'élément moi dont je voulais parler du Proche-Orient. On pourrait quand même parler, et j'aimerais interroger un certain nombre de nos amis de ce qu'ils pensent. Et moi, pourtant, qui suis très favorable à la Russie par rapport à l'Ukraine, j'avoue que les Nord-Coréens qui arrivent sur le champ de bataille, bon, on va pas dire que il va falloir le défendre, hein. Il va falloir le défendre, les enfants, hein. On verra comment nos pro-russes vont le défendre. Et puis la mafia PayPal, il y a plein de choses à dire. Et puis j'en parlerai avec Marc-Gabriel Draghi. Vous me privez de mon anecdote sur Elon Musk alors. Bah, voilà. Non, on va laisser Lara pouvoir en parler. Donc voilà, pour l'introduire, cette anecdote, il faut savoir que cette mafia PayPal, c'est ces gens qui ont fait énormément d'argent, ces milliardaires autour d'un paiement en ligne à l'origine, c'est-à-dire Peter Thiel, on rappelle un article de Laurent Ozon sur toute une émission avec Laurent Ozon. Une émission aussi, en effet. Musk, évidemment, et puis le troisième larron, dont là le nom m'échappe, mais qui soutiennent Trump et Vance plus encore. Bezos, non? Non, pas Bezos du tout. Oh là là, sûrement pas. Lui, c'est le Bernard Arnault américain. Non, il est totalement démocrate. C'est Elon Musk qui a raconté que lorsqu'il avait lancé son projet Starlink, il a eu des questions de la part de l'administration américaine. Et une première question était sur le fait que, et si les débris de Starlink tombaient dans l'océan, risquait-il de tuer des requins? Donc, il a fait toute une recherche par ses collaborateurs. Il a apporté la réponse à l'administration américaine en disant, a priori, les requins ne risquent rien. Et là, on leur a dit, les requins, d'accord, et alors les baleines. Donc, il a fallu faire des recherches sur les baleines. Donc, il est revenu vers l'administration en disant, non, a priori, les baleines ne risquent rien non plus, sauf si une baleine est prédestinée à mourir, comme dans Destination Finale, toujours là, elle pourrait être tuée par Starlink. Voilà. Donc, moi, j'aimerais bien pourrir sur les questions de l'administration américaine face aux satellites d'Elon Musk. Bon, voilà. C'est des sujets qui peuvent être en fait de véritables. De rire. Non, mais en plus, ça peut être de véritables sujets importants, surtout en fait sur la fameuse biodiversité. Quand on voit ce que fait à la fois Starlink, SpaceX, pardon. Là, vous avez pu voir tous les essais qu'ils font. Bon, on peut quand même se poser des questions, savoir si le fait d'être obligé de conduire un véhicule électrique ou alors d'aller à pied ou à vélo
pour traverser plusieurs kilomètres quand on est en France ou à la campagne ou même en pleine ville, on se dit bon, est-ce que c'est vraiment utile ce qu'on est en train de faire? Est-ce que là, il n'y a pas d'autres personnes, comme j'en avais déjà parlé, hein, avec la fameuse usine chinoise, ou même regardez la pollution de l'Inde, et après venez faire chier les Français pour leur dire qu'il faut trier leurs déchets, sinon on peut même se prendre des amendes, hein. Souvenez-vous aussi de toutes ces affaires, hein, qui veulent être mises du côté des municipalités, où il peut y avoir des petites dictatures comme ça qui peuvent être mises en place. Bref, je rajouterai juste un dernier élément, et après ça me permettra simplement d'introduire notre invité principal, donc Marc Gabriel Draghi, qui sera interrogé par Nicolas Stoker. Tout simplement, là, je vous invite à participer à un petit débat, parce que Nicolas a décidé de parler d'Antigone. Alors moi, je vais vous le dire, personnellement, je déteste Antigone. Je suis 100%... Mais c'est le Antigone d'Anouilh. C'est Oui, le mais Antigone d'Anouilh. non, je n'ai pas terminé. Oui, mais je sais que c'est Anouilh. Je soutiens intégralement Créon dans cette aventure. Je soutiens intégralement le roi qui assume ses responsabilités, qui doit se sacrifier, plutôt qu'une gonzesse totalement hystérique qui veut amener le chaos et ne pas respecter des règles qui sont peut-être dures à accepter, mais c'est comme ça qu'on fait tenir la collectivité. Pour moi, il y a un message très fort, et je n'ai jamais soutenu Antigone. Qu'est-ce que vous en pensez, chers amis? Est-ce que vous êtes des gauchistes qui soutiennent Antigone? Ou est-ce que vous êtes tout simplement... C'est le droit naturel, c'est l'inverse. Oui, je sais, j'argumente de manière tout à fait objective, d'accord, C'est Nicolas? très réac de soutenir Antigone. C'est le droit naturel. Le roi fatigué est l'un des rôles les plus difficiles à assumer, et on a besoin aujourd'hui non pas d'Antigone hystérique qui vont sortir pour essayer C'est le droit positif de la République. On a besoin de rois fatigués qui assument leur rôle et quitte à prendre tout le poids du monde sur leurs épaules. Et oui, les amis, ça c'est ce que j'en pense. Donc dites-nous ce que vous en pensez, et ça me permet en tout cas de conclure cette revue de presse matinale. Et je vous dis à dans quelques instants, car on va accueillir tout de suite Marc-Gabriel Draghi. Merci encore Lara, on se retrouve tout à l'heure après le grand angle avec donc Nicolas et Marc-Gabriel Draghi. À tout de suite. Et celui que j'avais oublié de la mafia PayPal, c'est David Sachs, à la tête du fonds de capital risque Kraft Venture. C'était lui le troisième larron qui soutient Trump, excusez-moi. Eh bien, nous parlerons de tous ces larrons, et que ce soit du côté démocrate ou républicain, avec Marc Gabriel Draghi qui nous parle régulièrement évidemment d'économie, aussi du cycle de la dette. Ce sera un panel large de sujets qui vont être traités pour parler du chaos total, tout simplement. À tout de suite.